La procrastination touche tout le monde de manière plus ou moins poussée, mais ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'on l'a déjà tous expérimenté d'une manière plus ou moins poussée. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ma relation que j'ai avec la procrastination. La procrastination vient d'une activité que tu n'as pas envie de faire. Tu ne procrastines peu ou pas quand tu réalises des tâches qui te plaisent ou que tu as envie de faire. Et en fait, là est tout l'enjeu, parce qu'en fin de compte, dans notre vie, on est voué à faire plus de choses qu'on n'a pas envie de faire. Pensez-y un instant, la liste des choses que l'on n'aime pas faire est souvent plus longue que la liste des choses qui nous plaisent réellement. Ce qui contrebalance avec la procrastination, c'est la discipline, l'autodiscipline. Mais en fin de compte, le fait de s'autodiscipliner, c'est quelque chose de difficile à faire. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc là, mon but est de vous expliquer ce que j'ai fait pour limiter ma procrastination, de vous expliquer ce qui a déclenché tout ça. Sauf que bon, c'est pas ma première vidéo et j'ai fait mes petites recherches. Il y a un an maintenant, j'ai découvert le docteur Jordan Peterson et il fait du développement personnel. J'ai pas une relation très bienveillante avec le développement personnel, mais avec Peterson, c'est différent. Il a une manière d'amener les choses, il a une honnêteté que je ne retrouve pas chez certaines personnes. Il est moins catégorique, plus ouvert d'esprit, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ça me parle. Et lors d'une conférence à lui, il parle de la procrastination. Il compare la procrastination avec un mythe. Et ce mythe, c'est le mythe de Jonas. Jonas, c'est un prophète. Il doit aller prêcher la bonne parole dans la ville de Ninive. Le problème avec cette ville, c'est qu'elle est remplie de païens et ils sèment le désordre. En sachant ça, Jonas, il n'a pas forcément envie de s'y rendre. Donc il va décider de faire route inverse dans la ville de Tarsis. Sauf que c'est Dieu qui l'envoie, il a des responsabilités à tenir et en choisissant ça, c'est comme s'il se condamnait lui-même. Et donc pour se rendre à Tarsis, il prend un bateau. Le problème avec ce bateau, c'est que pendant la traversée, il y a une tempête provoquée par Dieu. Les marins décident de jeter le responsable de cette tempête en jouant à la courte paille. Le destin a choisi son sort, le bouc émissaire, c'est Jonas. Et pour continuer sa descente aux enfers, lors de sa jetée en mer, il sera avalé par une baleine. Le mythe semble terminé pour Jonas. Il a désobéi à Dieu et il en a subi les conséquences. Fuir ses responsabilités, en réalité, c'est un trait assez humain et qui n'aurait pas agi de la sorte. Et la morale aurait été qu'il est parfois préférable de faire face à ses responsabilités plutôt que les fuir, car les fuir pourrait amener à un destin plus sombre. Mais si cette aventure sombre n'était pas la fin de l'histoire de Jonas, mais plutôt son début. Jonas, lorsqu'il sera dans le ventre de cette baleine, il y restera 3 jours et 3 nuits. Et lors de ces 3 jours et 3 nuits, il se repentira et priera pour sortir de la bouche de cette baleine. Et à la fin, il en sortira. Bon, pourquoi je vous parle de ce mythe? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était au collège. Et à l'époque, j'en avais pas saisi tout le sens. C'est une histoire qui a traversé le temps, qui nous a été racontée de génération, d'ancêtre à ancêtre. Et cette histoire d'homme coincé dans une baleine, ne vous fait-elle pas penser à une histoire bien plus connue? Première sortie du film Pinocchio en 1940. À la fin du film de Pinocchio, il se trouve coincé lui aussi dans le ventre d'une baleine et devra faire face à ses pensées et devoir les confronter. Le mythe et le film se ressemblent. Pourquoi? Le film Pinocchio a un fond spirituel et ésotérique. Et il l'est de par son interprétation par Disney, mais également dès son écriture en 1881 par Carlo Collodi, qui lui aussi était franc-maçon. L'histoire de Pinocchio, elle suit un rite initiatique, en plusieurs étapes. Mais celle qui nous intéresse, c'est la dernière, quand Pinocchio est à la recherche de son père et qui va le chercher. C'est la partie la plus transcendante parce que Pinocchio, comme Jonas, affronte l'obscurité et ses peurs pour au final arriver dans le coin le plus obscur, et pour Pinocchio, c'est voir son père. Mais ce que symbolise son père, c'est ses pères, c'est-à-dire une lignée d'ancêtres qui tous ont fait leur devoir pour finalement arriver à Pinocchio et ont dû traverser l'obscurité et leur peur pour qu'on en arrive là. Et ce principe est valable pour vous comme pour moi. Et c'est ça qui m'attend en retourner. Tu as des ancêtres qui ont fait leur travail et qui attendent que tu fasses le tien. Et c'est en ça que la procrastination m'est devenue impossible. Nous avons tous des moments de dépression où, un peu comme Jonas et Pinocchio, nous devons faire face à l'obscurité et l'affronter. Mais si cette obscurité n'avait pas pour but de nous aider? Et si elle n'était pas nécessaire pour notre développement? Et si en fin de compte, s'accoutumer à l'obscurité n'était pas une étape nécessaire pour finir ébloui par la lumière? Et à l'inverse, quand l'on procrastine, on est justement dans cette obscurité et elle est représentée par la tempête dans le mythe de Jonas. Et du coup, Peterson, pour lutter contre cette procrastination, conseille de diviser vos gros projets en petites étapes envisageables. Et ça semble très cohérent parce que lorsque l'on se lance dans un projet, il est intéressant de monter marche par marche, d'y aller étape par étape pour le réaliser. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que moi je fais pour optimiser ma procrastination, pour essayer de la limiter au maximum. Et donc forcément, du coup, ce qui me concerne ne vous concerne pas forcément, mais vous pouvez toujours piocher dans des idées qui pourraient vous intéresser. Et donc ce qui fonctionne avec moi, ce sont les règles. Optimiser mon temps en fonction de ma journée et que tout soit calibré. Je note sur un logiciel ce que j'ai à faire, le moment où je dois le faire et à quel moment je dois m'arrêter. Et lorsque je n'y arrive pas, lorsque par exemple je ne respecte pas ce que je me suis imposé, je ne culpabilise pas parce que j'ai l'impression que c'est souvent le problème. C'est lorsque l'on commence une tâche, quelque chose pour se remettre en forme par exemple, on se donne
trop vite, trop bien, trop fort. Lorsqu'on diminue le rythme, on abandonne, on arrête parce qu'on s'est donné des objectifs qui sont peut-être trop grands. Et donc le plus important, c'est de ne pas culpabiliser sur ce que vous n'avez pas réussi à faire parce que dans tous les cas, vous avez fait quelque chose. Et donc, pour vous donner un exemple concret, mes journées commencent à 8 h, je rentre, je finis vers 18 h. Ensuite, je vais à la salle, donc je rentre chez moi vers 20 h, 20 h 30. Ensuite, il faut que je lance un live. Et après le live, il est à peu près 23 h. Qu'après 23 h, il faut que je fasse les rediffusions, les TikTok, le montage, écrire justement la vidéo que je suis en train de vous faire, être présent sur tous les réseaux sociaux, penser à comment être plus visible, travailler sur Bark notamment, essayer de créer du contenu. Et tout ça, ça demande du temps. Et en plus de ça, j'essaye de m'instruire. Par exemple, je m'impose 1 heure de lecture après les lives. Au début, c'était 2 heures, mais voilà, comme je vous ai dit, il faut revoir à la baisse ses objectifs. Maintenant, c'est 1 heure, mais c'est pas grave parce que je lis dans tous les cas, ce que je ne faisais pas avant. Je termine vers 1 h 30, 2 h du matin pour finir tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un rythme qui me convient. Il faut trouver votre rythme. Et donc, pour pouvoir réaliser tout ça de manière la plus optimale possible, à 20 h 30, quand j'arrive chez moi, je suis fatigué, j'ai eu une journée de travail, j'étais au sport, je suis fatigué. Et donc, il me fallait trouver un moyen pour me booster, me remotiver. Après 20 h 30, après avoir mangé, etc., qu'est-ce que je fais? Je prends une douche froide. Je prends une douche froide parce que, justement, je peux vous le conseiller, c'est l'équivalent à 5 cafés consécutifs. Après ta douche froide, tu es prêt à faire n'importe quoi, en fait. Ça te réveille. Et au-delà des effets thérapeutiques de la douche froide, je pense que son principal effet, c'est qu'elle nous sort d'une zone de confort. Un confort auquel on s'est habitué et il nous a fait oublier qu'en fait tout ça c'était une chance de pouvoir se réchauffer quand l'on veut, de pouvoir manger en un clic et se faire livrer par exemple. Et donc cette douche froide me rappelle que c'est la guerre. Personne ne viendra te chercher si tu fais pas ton travail et si je le fais pas en fait, qui va le faire à ma place? Si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Et en fait, cette question résonne dans ma tête quand je fais quelque chose de pathétique, quand je reste trop longtemps sur des réels. Et du coup, ma solution pour lutter contre ça, 3 règles. En soirée, j'ai 3 règles. Faire ce que j'ai à faire, faire ce que j'ai à faire, faire ce que j'ai à faire. Affronter la peur de nature terre à terre. Quand c'est la merde, chaque homme cache un prédateur. Oh, yeah.